Donc Jérôme Lévrieux, merci de nous recevoir. 3 mois après votre condamnation dans l'affaire Big Malion, pourquoi avoir voulu remettre la plume dans la plaie avec ce livre? En fait, 3 mois après le jugement, en premier instant, j'ai fait appel. Vous avez fait appel. Donc pour l'instant, je ne suis pas condamné. En fait, j'ai commencé pendant ce mois de procès, fin mai, début juin. Procès d'un mois, c'est très long. Moi, j'ai été entendu une demi-journée sur un mois. J'ai pris des notes, j'ai noirci les cahiers d'écoliers. Ce que dans ma carrière, je n'ai jamais fait. J'ai très peu laissé d'écrits derrière moi, heureusement. Mais là, j'ai noirci des cahiers, j'ai montré à une de vos collègues journalistes politiques, et qui m'a dit c'est plutôt très bien, mais il faudrait aller un peu plus loin et dire comment on arrive jusqu'à un procès, à être impliqué dans un procès. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. Alors comment vous le montrez, hein, vous devez, vous, en tant que collaborateur, en tant qu'homme de l'ombre, protéger la personne pour laquelle vous travaillez. En l'occurrence, Ouais, Jean-François Copé. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez au procès, ouais, pas lui. ouais. Vous avez bien fait votre boulot. Et voilà. Si on devait décerner un diplôme, moi j'ai pas beaucoup de diplômes, hein, je suis un autodidacte dans ma profession, ce qui est assez rare, eh bien j'ai fait mon boulot. Le boulot d'un directeur de cabinet, c'est aussi un garde du corps, il doit se prendre des balles à la place de la personne qu'il protège. C'est ce que j'ai fait. Il faut une sacrée dose d'abnégation quand même. Très sincèrement, je pensais pas que ce serait si dur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de merci, au final. Oui, mais vous le faites pas pour ça. Voilà. Moi, au moins, je peux me regarder dans la glace. Alors, je vais être un repris de justice un jour ou un autre, hein. J'ai aucune espèce de pensée magique qui fait que je ne serai pas condamné, je le sais. D'ailleurs, j'essaie d'être condamné pour ce que j'ai fait, pas pour ce que j'ai pas fait. Mais j'ai fait mon travail. En 2 mots sur la condamnation, vous avez peur, le procès en appel qui arrivera dans quelques mois, vous avez peur de la prison? Ah non, mais j'ai pris une décision il y a très longtemps. De toute façon, quoi qu'il arrive, je n'irai pas en prison. Voilà. Je suis prêt à tout le reste. Je vais vous dire, ça fait 7 ans que je paye. Mm. Ma vie s'est arrêtée. Si on estime nécessaire d'en rajouter encore un peu plus, ok. Mais je n'irai pas en prison. Voilà. C'est une décision, c'est pas du pathos ou quoi que ce soit. C'est une décision mûrement réfléchie et que j'assumerai le cas échéant. Une grave décision quand même. La vie est faite de graves décisions. Alors ce jour où vous venez sur le plateau de BFM, hein, vous le racontez dans votre ouvrage, vous dites ce jour-là je me suis suicidé professionnellement, médiatiquement, socialement. On a compris que vous êtes devenu un peu l'homme à abattre, on vous fait comprendre quand vous êtes élu député européen qu'il faut à tout prix démissionner. Donc on a compris cette mort-là, la mort sociale, c'est quoi? Quand vous avez un téléphone portable qui comporte plus de 3000 noms et téléphones, y compris les plus privés qui puissent exister en France, et que sur 3000, il n'y en a plus que 3 qui sonnent, c'est une mort sociale. Quand vous vous promenez dans Paris, qu'on fait semblant de ne pas vous reconnaître, y compris des gens dont vous avez accompagné la carrière ou aidé la carrière, oui, c'est une mort sociale. C'était ma vie, la politique, de 6h du matin à 2h du matin, pendant 20 ans. Sans prendre de vacances, sans prendre de congés, en me coupant de mes amis hors politique. Puis tout d'un coup, tout s'arrête, tout s'effondre. C'est comme ça. En allant jusqu'à l'épuisement, cette vie, vous la racontez, Oui, hein, oui, d'homme de l'ombre. oui. Un jour, vous vous retrouvez presque paralysé. Oui, ça c'était pendant la guerre Fillon-Copé contre Saint-François-Fillon. Nous étions les méchants. Les mois et les années qui ont suivi nous ont montré que les méchants n'étaient pas... sont pas toujours là où on pense qu'ils sont, en fait. Et oui, quand vous travaillez H24, au bout d'un moment, le corps lâche. C'est ce qui est arrivé. D'ailleurs, j'ai un médecin qui est venu caché à l'arrière d'une voiture, on se croirait dans des films d'Audiard, et qui m'a fait une piqûre. J'ai un seul regret, c'est que je ne lui ai jamais demandé quel était le produit qu'il m'a injecté, parce que je suis reparti pour 48 heures après. Et vous dites dans le livre, heureusement qu'il n'y a pas de contrôle antidopage. Ah oui, en politique, de manière générale, heureusement qu'il n'y a pas de contrôle antidopage. C'est la première et dernière fois de ma vie que j'ai été dopé, visiblement, mais il y en a d'autres, non. Alors, le personnel politique, vous dépeignez dans ce livre. Alors, moi, je l'ai trouvé autocentré, méprisant, fourbe, spécialisé coup tordu, vulgaire, mal élevé, pingre et déconnecté. Ça, c'est quand même pas très reluisant. Ils sont
parfois bien loin des préoccupations des Français. Pourtant, effectivement, tous les jours, vous le dites, hein, vous risquez votre peau pour les sauver eux, de leurs propres égarements. Oui, mais en même temps, ce sont des gens qui bossent comme des dingues, qui s'engagent pour des idées. Alors, le problème, c'est que par moment, ils perdent de vue les idées pour lesquelles ils sont engagés. Mais en même temps, ils sont nécessaires. C'est ce que vous Nous dites. avons besoin des élus, je le dis dans le Oui. livre. Vous dites que les politiques sont détestables, mais la politique est nécessaire. Ben, Alors, vous faites comment pour diriger le pays? Ouais. Vous voulez vous retrouver en Chine? Ouais. Vous voulez retrouver en Russie? C'est quoi le rêve sinon? Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Hein. Il y a un prix Nobel de littérature, Churchill, qui l'a dit, que la démocratie, c'est peut-être le pire des systèmes, mais il n'en connaît pas de meilleur. C'est nécessaire. Après, c'est aux électeurs de faire leur choix en conscience. Mais on a l'impression que, quand même, ce manque d'authenticité, à un moment donné, ça rend quand même une vie difficile à appréhender. Quand Nicolas Sarkozy fait un discours, quand il vous remet l'Ordre national du mérite, on ne sait pas si c'est des mots, des discours qui sont codés ou si c'est sincère. Écoutez, on est toujours dans le faux semblant. Avec Nicolas Sarkozy, en public, j'ai eu 2 expériences où je l'ai vu improviser. C'est un meeting à Arras que je raconte. Il improvise un très beau discours. Le meilleur de sa carrière, vous avez dit. Oui, mais malheureusement inutile parce que personne ne l'a enregistré et il n'a pas été diffusé. Et puis la deuxième fois où je l'ai vu comme ça, c'était d'ailleurs quelques mois plus tard, c'était le 15 ou 17 octobre 2012, après la défaite, quand il m'a remis l'Ordre national du mérite. Il a eu cette phrase qui m'a été rappelée au procès. Il a dit que j'avais le talent de ne pas embêter les gens pour qui je travaille avec les choses qu'ils n'ont pas à connaître. Et tout est résumé là. Ben, c'est ma fonction. Ouais. Je dis c'est, vous voyez, je ne me suis pas encore fait l'idée de Pulette, c'était ma fonction. Résumer votre fonction, résumer l'affaire Big Malion, en 3 phrases. Oui, mais vous savez, alors même sur la couverture du livre, c'est marqué au cœur de l'affaire Big Malion. Mais quand je suis arrivé au tribunal, au mois de mai, j'ai cherché la salle d'audience pour l'affaire Big Malion. Je ne l'ai pas trouvée. Et en fait, il y avait des panneaux partout. C'était marqué affaire des comptes de campagne de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012. Pas 2007. 2007, j'y suis pour rien. Hein. Avec Kadhafi, c'est pas moi. Et donc, c'est là que je me suis dit que par rapport à 2014, où je meurs à la télé, de manière imagée, il y a eu du chemin de parcouru. Moi, je ne suis pas jugé pour l'affaire Jérôme Lavrieux. Je suis une des 14 personnes dans l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy de 2012. Sur le titre du livre, pour une fois, il n'y avait pas d'argent liquide, donc c'est référence sans doute à la campagne de 2007, mais aussi à toutes les campagnes. C'est mon côté taquin. Oui. Voilà. Parce que le paradoxe, c'est que je me retrouve dans ce bourbier pour une affaire où ce qui n'a pas pu être mis dans les comptes de campagne a été payé par un parti politique avec de l'argent du parti politique. Depuis que les lois sur le financement existent en 1995, il y a à l'heure actuelle, toujours en cours, une enquête ou une procédure pour chacune des élections depuis 1995, y compris la dernière. Je vous l'annonce, y compris celle qui va arriver. Oui. Il y a une seule différence, c'est que celle-ci, personne n'est poursuivi pour de l'argent liquide. Balladur a été devant la haute cour de justice, enfin la cour de justice de la République, pardon, parce qu'il a tellement vendu de t-shirts qu'il y avait tellement de liquide qu'il ne savait plus d'où ça venait. Et c'est pour ça que vous avez dit que c'était la campagne la plus honnête. Oui, j'ai même été nommé dans le prix de l'humour politique, parce que c'est ce que j'avais dit en 2014. Et pourtant, ça aurait sans doute été une des campagnes les plus honnêtes, parce que pour une fois, il n'y a pas eu d'argent liquide. Et donc pour cette campagne à venir, là, ça sera la même chose? Il y aura les mêmes faux-semblants, les mêmes hypocrisies, les mêmes... Alors il y a un truc qui devrait coûter un peu moins cher, c'est les meetings, parce que visiblement il ne va pas y en avoir beaucoup, mais ce n'est pas grâce à une inspiration divine. C'est juste le Covid qui fait qu'il y a des problèmes pour organiser des meetings, donc ça va faire des économies. Mais vous savez, ce serait très simple de résoudre ce problème de manière définitive. Ça serait? Tous les 5 ans, on fait une nouvelle loi sur le financement de la vie politique. Les mêmes qui la votent ne la respectent pas. C'est très simple. Chaque fois que vous faites une dépense électorale dans le cadre d'une campagne électorale, vous avez 5 jours
pour publier le montant et l'objet de cette dépense sur un site public. Mm. Personne n'accepterait jamais de voter pour quelqu'un qui est capable de claquer 3, 4, 5 millions d'euros pour un meeting. 6 millions d'euros, le meeting de Villepin. Oui, c'est ce qu'ont trouvé les magistrats. Une loge de 300 mètres carrés, vous racontez Oui, tout ça. oui, bien sûr. C'est la politique vue de l'intérieur. Mais Mais je ne crache pas dans la soupe. C'est démentiel. Parce que je ne m'exonère pas de ma Oui. responsabilité dans Oui. ce livre. Oui, c'est démentiel, mais en fait, sur le moment, ça ne me paraît même pas démentiel. C'est ça le pire de tout. Parce que quand vous êtes président de la République, que vous organisez, je crois que c'était en 2008 ou 2009, le sommet Union pour la Méditerranée à Paris, au Grand Palais, Ça avait fait polémique un peu aussi. 24 heures de sommet, 16 millions d'euros. D'ailleurs, c'est le même fournisseur, c'est pas Big Malion, mais c'est le même fournisseur qui a fait la même loge, une loge de 400 000 euros pour des toilettes et une douche que le président de la République. Et ben, c'est ce qui a été fait pour la campagne, même standard. Vous pouviez comparer les images entre la campagne un peu cheap de Hollande et la campagne bien faite Et pourquoi ça n'évolue de pas Sarko. ça Pourquoi il n'y a pas de réaction de la part du personnel politique? Pourquoi Parce qu'en France, nous sommes dans une monarchie. Avec une différence, c'est que dans les monarchies constitutionnelles européennes, la moindre dépense du souverain est scrutée. Nous, non. Moi, je n'étais pas directeur adjoint de la campagne du candidat lambda. J'étais directeur adjoint d'une campagne, donc pas directeur par exemple, j'étais directeur adjoint, donc il y avait quelqu'un au-dessus de moi, d'un président de la République en exercice, qui a l'habitude, quand il a besoin d'un truc, il appuie, il y a toujours quelqu'un pour faire. Voilà, il a appuyé, j'ai fait. Moi, quand je reçois le 15 mars, je suis en copie d'un mail où le président candidat ou le candidat président, on ne savait plus trop, dit dorénavant, je vous demande d'organiser un meeting par jour. Je ne me pose pas la question de savoir combien ça va coûter. J'aurais dû, hein. Ça m'aurait épargné quelques problèmes. Je me dis, mais comment je vais faire physiquement pour pouvoir organiser un meeting par jour? Et j'ai désobéi aux ordres, on n'en a fait qu'un tous les 2 jours. Ça vous montrait une campagne improvisée aussi. Ah mais c'est le bordel. Tout le monde croit qu'il y a des génies dans des bureaux qui planifient les choses pendant des mois à l'avance. Non. C'est de bordel permanent, une improvisation qui coûte cher. Parce que quand vous ne réservez pas les salles à l'avance, quand vous ne réservez pas les fournisseurs de sons, de chaises, etc., c'est le mec qui vous les fournit au dernier moment, qui vous dit voilà combien ça va coûter. Je veux négocier. Non, vous ne les aurez pas. Bon, alors, ok. Mais le problème, c'est que intellectuellement, le problème du coût n'a jamais été un problème pour les campagnes électorales. Vous savez, quand vous me dites, je rappelle depuis 95, mais avant 95, il y avait bien des campagnes électorales, il n'y avait pas de financement public. Tout le monde s'extasie sur le fait que le général de Gaulle, quand il est arrivé à l'Élysée en 58, a monté un compteur EDF pour payer sa quote-part d'électricité. Très bien, super, génial. J'adore le général de Gaulle, je me revendique comme quelqu'un issu du gaullisme. Enfin, les campagnes électorales, les affiches, qui les payait? Les meetings, qui les payait? Il y avait de l'argent qui venait de quelque part. Ça ne pouvait pas être de l'argent public. Je suis qu'un petit mec de province qui n'y connaît rien, mais légitimement, je me posais des questions. Les campagnes de Mitterrand, les sondages. Il y a une forme d'hypocrisie maintenant de dire Lavrieux. Alors Lavrieux, on va le suivre à la mairie de Saint-Quentin, à la mairie de Meaux, à l'Assemblée nationale, aussi à l'UMP. Alors là, l'UMP, c'est n'importe quoi, c'est la pompe afrique. Tout le monde vient, les anciens ministres débarqués, les anciens premiers ministres, vraiment, c'est la banque. C'est le lieu de recasage le plus simple. D'ailleurs, vous remarquerez, pour quelqu'un qui est censé pousser à la dépense, dans le livre, je décris comment j'ai lutté contre ça. Alors justement, en refusant de servir de caisse de retraite complémentaire. On voit par exemple Ramayat qui vient vous débarquer du gouvernement. Qui vient d'être débarqué du gouvernement et qui arrive pour me demander mais où est son bureau et quelle va être la cylindrée de la voiture de fonction quasiment. Et quand je lui dis mais non, elle dit de toute façon je ne vous parle pas, vous allez avoir des nouvelles de Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée. Bon, j'attends toujours des nouvelles et puis du coup elle n'a pas été recasée au parti, mais il faut avoir la capacité de résister. Depuis, Ramayad est aux États-Unis, elle donne un peu de leçons et Claude Guéant est en prison. Mais on a l'impression que quand on lit votre livre, qu'il sera corrigible, qu'on n'y arrivera pas. Pourtant, il y a quand même des affaires qui sont passées, il y a quand même eu des politiques en prison, et on a l'impression que malgré tout, on continue. Pourquoi? Déjà, il y a une différence.
c'est que maintenant, vous pouvez vous faire choper. Oui, mais Pendant des décennies, ça n'est jamais arrivé. Mais ça ne les empêche pas. Donc c'est ce qui peut Ouais. paraître optimiste. Oui. Oui, c'est quelque chose que... Voilà, moi j'ai une différence, vous citez des gens là. Moi je suis poursuivi parce qu'on n'a pas respecté le code électoral, on a dépensé plus que ce qu'on était... Mais je suis, pour toutes les personnes, le seul à ne pas être poursuivi pour avoir pris de l'argent personnel. Je tiens à le préciser. Ça, Donc, vous insistez beaucoup sur le je suis c'est désolé, votre honneur. il ne me reste pas grand-chose, Voilà. mais je me permets d'insister sur ce qui peut vous sembler Oui, accessoire, non. mais qui pour moi est un peu Non, mais important. vous détaillez qu'on va même aller Voilà. chercher jusqu'au Tout. chez votre grand-mère. J'ai tous les contrôles fiscaux, toute la famille, tous les contrôles vétérinaires pour le restaurant de ma soeur, on a tous eu droit à tout. Et personne Rien pour vous trouvé. prêter de l'argent pour Voilà. ces gîtes. Les banquiers étaient étonnés que j'avais pas d'actions, de machin, etc. J'ai dit ben non, jamais. Voilà. Moi, je me suis pas recasé comme président du conseil d'administration d'une entreprise publique russe. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est que d'acheter un costume, une veste à 5 000 euros. Voilà. Moi, j'ai été un type qui s'est engagé passionnément au RPR à l'époque, puis à l'UMP, faire de la politique. C'est ma passion. Je suis désolé, j'aurais dû essayer le foot, je n'ai pas essayé, je suis stupide sans doute. Mais voilà, je n'en ai jamais profité personnellement. On a cherché, on a ausculté, on n'a pas pu me prendre en défaut sur ma probité personnelle. Ça doit être dur quand même de résister. On voit des hommes de l'ombre qui plongent, on parlait de Guéant. Je préfère être dans ma situation que dans la sienne. En tout cas, aussi en filigrane, on a effectivement le Jérôme Lavrieux, enfant, adolescent, qui depuis l'âge de 8 ans est attiré par la politique, qui idéalise un peu peut-être ce monde-là, qui va le rencontrer d'ailleurs à Périgueux, lors d'une université d'été. Oui, mes premières. En 1991, de mémoire. Avec Xavier Bertrand. Ouais. Et là, vous découvrez Jacques Chirac, vous découvrez... Mais j'étais comme vous m'auriez enfermé la nuit dans un magasin de bonbons, ça n'aurait pas été mieux pour moi. Ils étaient tous là. Tout cela est accessible à l'époque. Ça aussi, ça est change. accessible. Ça aussi, il y a un changement. On pouvait aller les voir, ils étaient à une terrasse de bistrot, on discutait avec eux, prenait des photos. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, Michel Alliot-Marie, je lui ai remontré des photos il n'y a pas tellement longtemps. C'était génial à l'époque. Et Périgueux, pour tous ceux qui étaient au RPR, c'est marrant d'ailleurs le destin. Hein. Oui. Et mon premier gros événement en tant que militant, j'ai adhéré en 89, ça devait être en 91, Périgueux, donc 2 ans après. Et la fin de ma carrière, c'est la Dordogne. Vous êtes encore jeune. Et il y a un rêve que vous caressiez depuis tout jeune aussi, qui peut peut-être se réaliser. Ouais. Oui, ça a longtemps été un rêve. Vous faites allusion à la conclusion du livre, c'est vrai. S'il y a un mandat qui m'aurait plu, j'aurais adoré, j'adorerais toujours, c'est un jour être maire de Saint-Quentin. Ma ville natale. D'ailleurs, c'est une tradition. Dans les 30 dernières années, tous les maires qui sont succédés, aucun n'est né à Saint-Quentin. J'aurais pu être le seul. Malheureusement, c'est passé du stade d'ambition à celui de rêve. Objectivement, maintenant, c'est plus du stade du fantasme. Et comme chacun le sait, les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés, sinon ce ne sont plus des fantasmes. Donc vous n'êtes pas guéri? J'ai eu la faiblesse de penser que j'étais tellement dégoûté de ça que j'en étais guéri. C'est un peu comme quand vous êtes dans les alcooliques anonymes. Hein. Vous savez que vous avez été alcoolique, vous ne buvez plus, mais le moindre verre peut vous faire replonger. J'essaye d'avoir la lucidité en la matière. Merci. Merci à vous.